Dans cette deuxième vidéo, nous allons découvrir ensemble la notion d'interface. Alors si vous avez déjà fait un petit peu de programmation orientée objet, c'est un mot qui vous est familier à l'oreille. Dans OCaml, ou en tout cas les interfaces que je vais vous montrer d'OCaml, ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que vous avez pu découvrir par exemple en C++. Ici, la notion est proche, mais elle va s'appliquer aux modules et pas aux objets, puisque la programmation objet en OCaml est une toute autre syntaxe qu'on découvrira ensemble pendant la deuxième semaine. Là, nous allons nous concentrer sur la notion d'interface, mais appliquée aux modules. On va introduire un nouveau type de fichier et une nouvelle syntaxe qui est liée. Donc premièrement, une interface va nous permettre en réalité de décrire précisément ce qu'un module contient. Ça va nous permettre au passage de forcer les types, mais ça va nous permettre également de gérer une forme d'encapsulation un petit peu similaire à ce que vous avez vu en programmation objet, à savoir pouvoir faire la distinction entre ce qui va être local à mon module, donc simplement visible depuis mon module, et ce qui sera exporté à l'extérieur et donc utilisable depuis n'importe quel autre morceau de code de votre programme. Alors, vous voyez ici que j'ai écrit un fichier sample.ml. Ce fichier sample est un module tout simple, on va voir à l'intérieur, il y a quelques lignes de code qui sont très simples. Donc ici, j'ai défini un type que j'ai appelé public_type, qui est un alias sur le type entier. Mais vous voyez aussi que j'ai un type private_type, qui est un alias sur le type float. Donc si vous voyez private public dans mes noms, dans mes symboles, c'est que bien évidemment, il va se passer quelque chose derrière. Pour l'instant, avec ce qu'on connaît des modules, que je l'appelle public ou private, ça ne change pas grand-chose à notre vie, ils seront forcément accessibles depuis l'extérieur. Donc il en va de même pour les valeurs constantes, et il va de même pour les fonctions. Là où la donne va être changée, c'est que vous voyez ici que j'ai un deuxième fichier qui s'appelle sample.mli cette fois. Alors les fichiers MLI sont les fichiers d'interface de modules, et c'est dans ces fichiers qu'on va pouvoir configurer la visibilité de nos données, des valeurs, des types qu'on va avoir déclarés et définis dans notre module, mais on va voir également un petit peu plus. Alors, la première chose à savoir, c'est que pour lier une interface à un module, il faut que l'interface ait exactement le même nom que le fichier auquel elle se rattache. Donc ici, sample avec un S majuscule. Et bien évidemment, l'extension .mli et non plus .ml. Alors, dans ce fichier, on va découvrir une nouvelle syntaxe. Syntaxe qui va nous permettre deux choses, soit de déclarer des types, soit de déclarer des valeurs. Voyons voir tout de suite, sans plus attendre, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, notre fichier sample.mli contient 3 lignes, et tout ce qu'on y trouvera sera visible depuis l'extérieur. Tout ce qui est absent du fichier .mli, mais présent dans le fichier .ml, je vais l'ouvrir à côté pour qu'on ait la comparaison, sera lui seulement accessible depuis le module en question. Alors, voyons ensemble. Dans mon interface, on voit ici que je déclare un type, public_type, qui est un alias sur un entier. Je le retrouve ici dans mon module. Cela signifie donc que depuis l'extérieur de mon module, j'aurai bien accès à un type public_type qui sera dans le module sample. Donc j'y accéderai par sample.public_type pour faire référence à ce type. Ici, même combat avec une valeur. Alors, j'en profite pour introduire la nouvelle syntaxe qui va nous permettre de, entre guillemets, déclarer, ou en tout cas exporter des valeurs de notre module. Donc, on va utiliser le petit mot-clé val, que normalement vous avez déjà croisé si vous avez fait attention à l'interprète. Lorsque vous utilisez votre interprète et que vous tapez des expressions dedans, souvent vous aurez l'utilisation du mot-clé val. En pratique, c'était quand vous faisiez des liaisons. La sortie de l'interprète, c'était tout simplement la syntaxe qu'il faut utiliser dans l'interface, dans le fichier d'interface, pour pouvoir exporter ces valeurs. Donc, après ce petit mot-clé val, je mets l'identifiant que je souhaite exporter, suivi de 2 points. Et après 2 points, je vais pouvoir spécifier le type de cette valeur. Et il faudra bien entendu que les deux correspondent. S'il y a une erreur, le compilateur vous le signalera et vous devrez la corriger. Donc ici, on voit que ma valeur public value est de type string, et si je regarde de l'autre côté dans le module, j'ai bien une valeur public value qui est de type string, puisque la chaîne de caractères public est bien évidemment de type string. De la même façon, les fonctions, on va utiliser le petit mot-clé val, l'identifiant de la fonction qu'on souhaite rendre visible à l'extérieur de notre module,
suivi de 2 points, et le type de la fonction. Donc là, la notation fléchée que vous avez vue depuis plusieurs jours, que vous vous rendez compte, le type des fonctions est un type fléché, souvenez-vous de tout ça, eh bien ici, vous allez pouvoir l'écrire, et du coup le forcer. Et on verra que ça a de l'intérêt pour régler le problème qu'on avait dans la vidéo précédente. Alors, nous voyons ici maintenant que j'ai donc 3 exports, un type, une valeur simple, une constante et ici une fonction, alors que dans mon module, j'ai 2 types, 2 constantes et 2 fonctions. Alors, plusieurs choses à voir ici. La première, c'est que les fonctions donc, qui n'apparaîtront pas dans l'interface ne pourront être utilisées que depuis le module en question. Donc, par exemple, ici, j'ai fait une petite fonction test, qui n'a aucun intérêt en elle-même, à part vous montrer que depuis le module, j'ai bien entendu accès à ce qui est dans l'interface, mais aussi ce qui ne l'est pas, bien évidemment. Donc, je peux utiliser, par exemple, ma fonction test prendrait 2 paramètres. Le premier x qui serait de type public type, donc celui-ci. Le deuxième y qui serait de type private type, qui est ici, bon, pas de surprise. Je peux bien évidemment faire référence à public value et à private value, sans aucun problème, et évidemment appeler les fonctions. Donc c'est pas très intéressant ici. Ce qui l'est plus en revanche, c'est de regarder par exemple dans un petit programme complet. Donc là j'ai écrit un petit main pour vous montrer que, eh bien, étant donné que le type public type est dans mon interface, je vais pouvoir depuis un module extérieur, donc ici le module main, faire référence par exemple au type public type. Donc là si j'ai envie de définir dans mon fichier main un nouveau type qui s'appellerait T1 et qui serait égal à sample.publicType list, donc une liste de sample.publicType, eh bien je peux le faire. Par contre, vous voyez ici en commentaire, si j'avais essayé de faire la même chose cette fois avec privateType, eh bien j'aurais eu une erreur de compilation, puisque privateType, lui, n'est pas exporté dans l'interface, il est donc invisible. On a bien évidemment exactement la même logique en ce qui concerne les constantes, public value et private value, et bien évidemment les fonctions, public function et private function. Alors, pour s'en convaincre, on va faire une petite compilation, mais avant ça, je vais ajouter une petite subtilité. Il faut savoir que les fichiers d'interface, à savoir les points MLI, doivent se compiler de la même manière que les points ML. Mais ils doivent se compiler avant. C'est-à-dire que vous devez d'une part compiler tous vos points MLI, puis compiler tous vos points ML. Dans l'exemple concret, ça nous donnerait OCaml opt de sample.mli, puis je veux compiler sample.ml, suivi bien évidemment de main.ml. Je compile. Voyons au passage, alors, on va remarquer qu'on retrouve le sample.o, le sample.cmx, enfin, où est-ce qu'il est, le sample.cmx, le sample.o, même chose pour le main, mais vous voyez que nous avons un nouveau fichier qui est apparu ici, sample.cmi, et vous voyez que le compilateur d'ailleurs a déduit le main.cmi tout seul, sont tout simplement les versions compilées de vos interfaces. Donc le produit de la compilation de votre point MLI est un point CMI, et à chaque fois que vous mettrez à jour votre interface, le fichier .cmi sera recompilé. Alors, ça, c'était la parenthèse sur comment compiler. Bon, maintenant, j'exécute. On voit que ça fonctionne. Donc, j'ai bien l'affichage de public et l'appel à la fonction public. Ici, aucune surprise. Son main.ml. OK. Alors, bon, si je décommande tout ça, on va voir qu'on a des problèmes de compilation. Donc, par exemple, ce type-là. Si je veux recompiler cette ligne, cette fois, ça ne compile pas puisque le compilateur me dit que dans main, il n'y a aucune liaison existante de quelque sorte qu'elle soit sur un type sample.privateType. Promis, ça arrive. Vous ne l'avez pas mis dans l'interface, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une petite erreur que je pense que vous aurez un petit peu au début, quand vous découvrez. Faites bien attention à ce qui est présent dans votre interface ou pas. Généralement, on va avoir les mêmes règles que lorsqu'on fait de la programmation objet, avec vos classes, ce que vous mettez en privé ou en public. Bon, c'est la même logique ici. Donc ça va vous permettre d'organiser vos codes un petit peu plus proprement, puisque là on a deux choses intéressantes. La première, c'est que évidemment on peut gérer la visibilité de ce qu'on exporte, mais ici, étant donné que j'ai la possibilité de forcer le type, eh bien, je vais pouvoir régler le problème qu'on avait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que ma fonction toString de la vidéo précédente, elle prenait en paramètre un couple de flottant en réalité, puisque je ne l'avais pas forcé avec une interface, on ne l'avait pas encore vu.
Là, si je devais écrire l'interface de la fonction, ce serait plus un couple de flottants, mais cette fois, je pourrais forcer le type T que j'avais défini, qui était le type float. Et donc là, ça m'obligerait à utiliser un type T. Sauf qu'il existe encore une subtilité. Après avoir forcé ça, on se rend compte que si on recompilait le fichier, on aurait quand même eu le même problème, ça aurait compilé. Et pourquoi? Tout simplement parce que, étant donné qu'on connaît la définition du type T, à savoir notre couple de flottants, le compilateur dit mais on ne va pas s'embêter à aller chercher un type plus compliqué, le couple de flottants, ça passe. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir de manière définitive comment tordre le cou à cette problématique avec la notion de type abstrait, qui, comme je l'ai dit en introduction, est une des notions les plus extraordinaires de ce langage qu'il va falloir maîtriser très vite, tant elle est magnifique. Donc je vous retrouve dans un instant pour découvrir ensemble la notion de type abstrait. A tout de suite.